Bonsoir à tous. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Adrien Joly, je travaille chez Wild, qui est une start-up parisienne où on crée un réseau social musical. Et chez Wild, on a fait le choix de passer sur Node.js il y a maintenant 2 ans. À l'époque, c'était la version 0.4. Et on a découvert en même temps l'utilisation de bases NoSQL qu'on ne maîtrisait pas du tout. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a appris à la dure, en fait, là où on s'est cassé les dents, en commençant sur ces 2 technologies simultanément. Donc je vais essayer de vous résumer ça dans 20 minutes. Voilà. Donc juste avant de commencer, j'aimerais bien savoir qui parmi vous est familier avec le concept de callback en JavaScript. Ça va, je pense qu'on a une bonne population. Qui a déjà utilisé une base NoSQL? Bon. Alors, je pense que ça va être une révision donc aujourd'hui. Donc en gros, je vais faire une comparaison rapide entre SQL et NoSQL. Le principe de l'appel synchrone et asynchrone. Comment faire des jointures avec une base NoSQL en mode. Comment séquencer des requêtes dont le nombre est non connu à l'avance. Là, c'est plutôt un design pattern. Et enfin, l'erreur de débutant typique par laquelle vous êtes peut-être passé aussi au début, si vous avez commencé tôt. Donc pour commencer, SQL, c'est le langage qui permet de taper dans des bases relationnelles. Donc en fait, si on prend un cas d'école où on a une table employé et une table projet, typiquement, vu qu'il peut y avoir plusieurs projets attachés à un employé et plusieurs employés attachés à un projet, on va être obligé, dans un modèle relationnel, de créer une 3e table pour créer des relations entre ces objets. Et c'est pour ça que les requêtes relationnelles permettent de faire des jointures qui permettent de retrouver des projets à partir d'un employé et inversement. Ce qui se passe en NoSQL, c'est que cette structure est aplatie sous forme de documents qui sont aussi dans des collections, mais on n'a pas de collections qui permettent de faire ces joints entre en l'occurrence les projets et les employés. Donc la pratique, en tout cas telle que nous on l'applique, c'est de faire un peu de redondance sur les éléments qui ont besoin d'être affichés assez rapidement afin de ne pas avoir de faire de jointure à la main. Donc typiquement ici on a un Peter qui est un employé de notre entreprise et qui va présenter dans un objet embarqué une liste de projets avec les managers, le nom et l'ID du manager, sachant qu'il est aussi stocké dans la collection juste en dessous. Donc clairement ici il y a une redondance, mais ça permet de ne pas avoir à faire plusieurs requêtes pour trouver cette information. Pratique quand on veut la diffuser à l'écran rapidement. Donc ici je l'ai représenté en JSON parce que c'est un format qui est souvent utilisé dans les bases NoSQL. Donc pour faire un comparatif rapide de ce qui se fait entre SQL et NoSQL, les jointures sont nativement supportées par les modèles relationnels. Ce n'est pas le cas en NoSQL, il faut le faire soi-même. Dans un modèle relationnel, comme le nom l'indique, il y a un modèle aussi sur les tables, quelles sont les propriétés qui doivent être affichées dans ces tables. En NoSQL, ce n'est pas nécessaire, on peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Et comme je l'expliquais juste avant, en SQL, le but est d'éviter au maximum la redondance de données grâce aux jointures. L'information n'est qu'à un seul endroit. Alors qu'en NoSQL, au contraire, dans certains cas, on a plutôt intérêt à faire de la redondance pour éviter à faire ces jointures à la main. Donc maintenant, je vais vous parler de la différence entre un code synchrone et un code asynchrone. Je pense que cette partie est utile pour ceux qui ne maîtrisent pas encore JavaScript ou Node.js. Grosso modo, quand vous faisiez une requête MySQL en PHP, ça ressemblait pas mal à ça, c'est-à-dire que vous aviez une connexion à une base de données, suivie d'une connexion à une table de votre base de données, suivie à une requête. Chaque opération était faite sur une ligne, et quand vous arriviez à une ligne, l'opération précédente était déjà terminée. Donc vous pouviez faire un appel avec ma variable égale le résultat de cet appel. Or, avec Node.js, ou JavaScript en général, on travaille en mode asynchrone, c'est-à-dire qu'on va faire une requête, et cette requête va vous prévenir une fois seulement qu'elle est terminée. C'est-à-dire que la fonction, elle ne va rien renvoyer quand vous allez faire un connect ou un get, elle va juste faire un appel de fonction que vous allez passer en paramètre. Donc ici, par exemple, la connexion va appeler une fonction anonyme avec éventuellement un paramètre d'erreur et le résultat de cet appel, et ainsi de suite, on va appeler notre table, et ensuite on va faire une requête pour trouver les employés n'ayant aucun projet rattaché. Le résultat étant stocké en paramètre de la fonction sous le nom results. Dans notre cas, on l'affiche dans la console. Donc du coup, comment on fait des jointures, sachant que le langage ne permet pas de faire ça, en tout cas le concept de NoSQL, en fait c'est quand même très simple, c'est un peu moins simple qu'en SQL, on peut quand même le faire. En fait, ça consiste à faire soi-même les 2 requêtes qui sont nécessaires pour trouver l'information.
Donc là, si on veut trouver les projets qui sont gérés par mon manager, je vais commencer par faire une requête sur moi-même. Donc ça va renvoyer un objet uni dans ma fonction de callback. Je vais pouvoir fouiller dans mon objet pour trouver la propriété qui m'intéresse, en l'occurrence l'ID de mon manager. Et ayant cette information stockée dans manager ID, je vais faire une deuxième requête où je vais passer cette valeur en paramètre et pouvoir exploiter mon objet manager, qui est aussi un employé. Donc, comme vous voyez, plus on a des jointures à faire, plus on est dans des cascades d'appels, qui évidemment on peut les aplatir sous forme en faisant plusieurs fonctions qui s'appellent les unes les autres. Mais c'est pas très facile à lire, en particulier quand on a beaucoup de jointures à faire. Donc la proposition ici, c'est de créer une procédure, enfin une fonction par requête de base. Donc la première, qui correspond à celle qu'on a vue avant, qui sert à chercher l'ID de mon manager. La deuxième permet de chercher les projets de mon manager en fonction du résultat de la première. Et enfin la troisième qui va afficher les projets de mon manager, qui est donc le résultat de la deuxième fonction. Donc logiquement, si on respecte la manière dont je l'ai présenté avant en cascade, on va faire un appel qui va passer une fonction de callback, qui va appeler la deuxième fonction, qui va passer un appel en callback, qui va appeler la troisième fonction. Si on a un nombre incertain de jointures à faire, un nombre dynamique de jointures par exemple, cette manière de faire n'est pas possible. Et la fonction auquel, la petite astuce auquel on recourt souvent pour faire ce genre d'appel en cascade, c'est tout simplement de définir un tableau des fonctions qu'on veut appeler en séquence, sachant qu'on peut le manipuler même pendant le traitement, et une fonction qui s'appelle next, qui va s'appeler elle-même, donc c'est une fonction récursive, et qui va dépiler en fait des fonctions qu'elle doit appeler les uns après les autres, les unes après les autres, à condition qu'il y ait une fonction suivante. Et dans ce cas-là, vous verrez qu'il n'y a pas de passage de la valeur retournée par chaque fonction, parce qu'on a fait le choix, pour des raisons de simplicité, de stocker ces résultats dans les variables globales. C'est juste par pédagogie. Ensuite, c'est la fameuse erreur du débutant dont je vous parlais, c'est une erreur qui est assez classique en JavaScript. C'est l'erreur sur l'utilisation des scopes. Et là, elle est particulièrement pertinente, cette erreur, puisqu'on serait tenté, si on veut itérer sur un nombre d'employés, par exemple, de faire monter une valeur de ID et de lancer des appels sur notre base, à la base de cette ID, et de vouloir afficher sur l'écran l'ID et le nom de l'employé correspondant qu'on vient de récupérer en base. Le problème, si vous faites ça, je pense que la plupart des personnes de cette salle savent ce qui va se passer, c'est que vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire que votre ID, il va être à 10 pour tous les résultats. La raison derrière ce comportement, c'est que le ID, en fait, qui va être incrémenté par cette boucle, il va être incrémenté jusqu'au bout potentiellement avant que le premier appel de base de données soit terminé. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez arriver dans votre callback de employee.find, il se peut que ce soit 2-3 secondes après. Entre-temps, la boucle elle aura continué de tourner et la valeur de ID, elle aura été conservée dans votre callback. Ce sera la valeur finale de ID qui est 10. Enfin, en l'occurrence, c'est même pas 10, je dis une bêtise, ce sera... ou pas, ce sera 10, mais il sera sorti. Donc comment résoudre ce problème? Bon, il y a deux solutions différentes. Celle que je vais vous montrer, parce que c'est la plus simple à présenter, c'est de non pas fournir une fonction callback anonyme, mais de lui fournir en fait une fonction qui va créer cette fonction de callback dans le contexte, dans l'itération en cours. Donc pour chaque itération, on fait notre appel à find, et au lieu de lui passer un handler, on lui passe un appel à une fonction qui s'appelle makeHandler, et cette fonction va générer le handler. Et l'avantage de faire ça, c'est que du coup on passe notre ID à sa valeur courante dans chaque itération, dans la définition même de cette fonction qui va être générée par makeHandler. C'est-à-dire qu'en fait elle va garder sa valeur dans ce scope-là. Pour chaque appel, pour chaque itération de nos appels base de données. Et du coup on obtient bien le résultat attendu, qui est 0, 1, 2, etc. avec les résultats correspondants. Donc si j'avais des leçons à donner aux personnes qui ne connaissent pas NoSQL et Node.js, ce serait que tout d'abord faire attention au fait que ça ne marche pas du tout pareil qu'un langage synchrone. Donc les requêtes fonctionnent selon le même concept. Ensuite, le NoSQL, le modèle n'est pas forcé. Après, il y a des libs qui permettent de le faire, genre Mongoose, etc. Et il n'y a pas de relation.
Donc ça veut dire que c'est à vous de faire vos jointures. Et enfin, le problème qu'on va soulever, c'est quand on veut faire ces jointures, pour éviter les requêtes en cascade, il peut être utile de créer des petites structures qui vous permettent d'itérer dans des requêtes à faire afin d'aplatir un peu votre code et pas avoir des trucs illisibles. Voilà. Et évidemment, il faut réviser le concept de closure. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez tomber dans le problème du débutant que j'ai présenté juste avant. Juste pour clore cette présentation, comme je vous disais, je travaille chez Wild et en ce moment on recrute un développeur iOS. Donc s'il y en a un parmi vous qui serait intéressé de venir nous rejoindre et qui aime la musique, comme nous, si possible, ou qui connaît quelqu'un qui serait intéressé de bosser avec nous, ben, venez me voir ou envoyez-moi un petit DM sur Twitter. Voilà, merci beaucoup. J'avoue que je suis un peu désemparé parce que je me rends compte que je suis dans un public d'experts, donc je me sens un petit peu ridicule de représenter ça. Néanmoins, si jamais il y en a qui ont des questions, je ne sais pas si le micro est dans... Ah, il est là? Oui, d'accord. Ouais, et ben du coup, ma question est par rapport à tes fonctions qui faisaient les séquences tout à l'heure, et je voulais savoir si tu avais déjà un peu utilisé genre des générateurs pour faire ça à la place, parce que ça me semblait particulièrement adapté, et je me demandais s'il y avait des gens qui s'amusaient avec le S6 en production et tout et tout. Tu parles de cette fonction-là ou tu parles je te parle de celle-là, puisqu'en fait, le principe des générateurs, en fait, c'est que ça va t'offrir un système séquentiel qui va passer à une prochaine séquence une fois qu'on t'aura yield ton résultat. Donc le résultat, tu lui dis, j'attends un résultat X, quand X me tombe dessus, je passe à la prochaine ligne. Et quand je dis ce que ça me semblerait vraiment particulièrement adapté, et je me demandais si vous vous amusiez un peu avec des trucs expérimentés comme ça, ou des premières, ou des promesses. Si j'ai bien compris, ça marche un peu comme un système de dépendance où chaque appel dit de quoi il a besoin et quand les fonctions, En fait, c'est surtout un truc qui va dire moi j'ai une fonction qui a besoin d'un résultat Toto, et tant que j'ai pas ce résultat Toto, je vais pas planter parce que j'ai pas Toto. Je vais dire je sors de l'event loop pour le moment, et puis j'attends que Toto arrive, et quand Toto est arrivé, et je reprends ma place en haut de l'event loop, et là j'exécute le truc. Et si j'ai une autre étape qui demande un guild, donc qui attend un deuxième résultat, et j'ai le deuxième résultat, et quand j'ai le résultat, blablabla. Et ça me semblait particulièrement adapté au cas que tu m'avais montré, donc je me demandais si vous étiez amusé avec ça. Bon, effectivement, vu comme tu l'expliques, je pense que c'est effectivement adapté. En revanche, nous on ne l'utilise pas. On fait souvent des petits c'est pas des hacks, mais on fait des petits bouts de code comme ça qui en fait suffisent. Souvent c'est très simple. Hein. C'est l'avantage du JavaScript d'être aussi concis. Est-ce que tu connais ou tu peux nous donner quelques noms de libs qui font ça? Les générateurs, en fait, c'est vraiment pas une lib, c'est ES6, c'est la prochaine version de JavaScript, mais c'est déjà accessible dans toutes vos applications Node. Quand vous lancez votre machin Node, vous faites -harmonie après, et ça donne accès aux fonctions de ES6. Et après, pour tout ce qui est promise, qui est un petit peu similaire, le promise en fait c'est une variable temporaire qui attend ton résultat pour pouvoir être exprimé, donc ça ne fait pas planter ton truc. Et pour ça, il y a pas mal de trucs, genre moi j'utilise une librairie qui s'appelle Q, mais il y a d'autres librairies qui se développent. Et ouais, il y a d'autres librairies, notamment Async, qui marchent pas mal. Et qui vraiment dans ce type de cas permettent, surtout dans le cas des promises, vraiment ça permet de faire du code en plus visible. Et en fait l'idée derrière les générateurs c'est d'écrire du code asynchrone un peu comme tu écrirais du code synchrone parce que tu peux vraiment l'écrire séquentiellement, ce qui est plutôt agréable. Merci, c'est très pertinent d'avoir rajouté ça, je te remercie. Est-ce qu'une autre question, un autre ajout peut-être sur une question plus facile de savoir un peu tarte à la crème, mais dans les bases NoSQL, vous avez essayé lesquelles? On a essayé, alors je ne vais pas dire de bêtises, on joue avec MongoDB exclusivement. Après, c'est pas vraiment une base NoSQL, quoique, mais on a utilisé comme moteur de recherche Elasticsearch, qui est aussi une base de documents. Donc ça devrait être le même concept, si ce n'est que c'est un index et non un moteur de base de données. Donc voilà. On s'était tâté à l'époque entre MongoDB et Cassandra. Je pense qu'on a bien choisi. MongoDB a un peu plus de vent aujourd'hui que... En tout cas à ma connaissance, je ne sais pas si je dis une bêtise. Ok, merci. Je voulais savoir ce que ça donnait en termes de performance pour ça. En termes de performance par rapport à quoi? Moi je suis un G-système, je ne suis pas forcément développeur. Donc moi je me bats tous les jours avec les développeurs pour des
des questions de performance. Et je voulais savoir, je vois beaucoup d'itérations, et je me demandais quel est en fait ce que ça donnait tout simplement en termes de performance. Alors, pour ce qui est des performances de base entre une utilisation synchrone de base de données, telle qu'on faisait classiquement, et la version asynchrone, c'est plus performant puisque, vu la manière dont Node.js est fait, on a une boucle d'événements qui est susceptible de passer à autre chose en attendant que le résultat soit donné par la base de données. Donc on gagne du temps. On peut faire d'autres choses en même temps, en parallèle, donc c'est bien. Pour ce qui est des exemples que j'ai donnés ici, par exemple ici, c'est clairement pas efficace. Parce que là, on envoie 10 requêtes à la fois sur la base, enfin quasiment à la fois, quoi. Clairement, selon les bases qui sont utilisées, genre MongoDB par exemple, on peut faire plusieurs requêtes à la fois, on peut les batcher. Donc on génère un paquet de requêtes, on les balance et on est rappelé une fois que les requêtes ont fini d'exécuter, en une seule fois. Donc déjà, ça enlève l'overhead de la transmission du paquet entre le code et le serveur de base de données. Après, je ne sais pas si tu avais d'autres points qui t'intéressaient en particulier sur la performance. C'était juste ça. Enfin, j'ai une autre question, mais c'est plus relatif à ton projet. Pourquoi avoir choisi MongoDB? C'est une base de SQL orientée document, la connaissance. Pourquoi pas plutôt une base de données orientée graph qui peut venir au forger? Parce que si j'ai bien compris, ton projet, c'est un projet de site de musique dans son social, qui met en valeur plus les liaisons entre les composants plutôt que le contenu finalement. Là, pour le coup, le site tel qu'il est fait en production aujourd'hui ressemble plus à un Twitter qu'à un Facebook, par exemple. Donc on n'a pas besoin d'explorer le graphe d'amis, enfin du code de followers, en runtime, quoi. La seule fois où on le fait, c'est pour faire de la recommandation entre utilisateurs. Et ça, dans ce cas-là, ça se fait en offline. Donc après, on maintient nos propres index pour évaluer nos similarités entre utilisateurs, et elles sont utilisées ensuite en production dans l'étape de NoSQL. NoSQL, et en tout cas MongoDB, il est connu pour être un système à haute performance, dans le sens où déjà la philosophie dit qu'on n'est pas là pour faire des requêtes avec des jointures dans tous les sens. On est là pour faire demander un document et l'avoir très rapidement. D'où la redondance dont je parlais avant. La deuxième chose qui est intéressante à propos de MongoDB par rapport à d'autres systèmes de base de données, c'est qu'elle permet de sharder, c'est-à-dire d'avoir plusieurs serveurs qui travaillent en collaboration pour étendre son service au fur et à mesure qu'il grandit. Donc pouvoir travailler sur plusieurs serveurs en même temps. C'est supporté nativement par MongoDB. Donc c'est des raisons qui ont fait qu'on s'est tourné assez naturellement vers cet outil. Hormis le fait aussi qu'il y a aussi un gros avantage à l'utiliser, ou à utiliser toutes les bases de données NoSQL qui se basent sur JSON comme celui-là, c'est quand on travaille en Node.js, tout simplement le résultat d'une requête, il est dans la même langue que nos objets purs JavaScript. Donc ça c'est quand même un confort d'utilisation non négligeable. Surtout quand on a fait du Java avant et qu'on se rend compte que ça nous envoie des objets, qu'il faut faire appel à des accesseurs pour toucher différents fils d'un résultat. Donc ça c'est très confortable. Merci. Attends, je vais passer le micro, c'est plus simple. Bonjour, moi je voudrais savoir comment vous avez géré justement cette réplication de données, parce que sur le projet professionnel sur lequel je bosse, ça a été une des plus grosses galères qu'on a eues. Cette dénormalisation, ça fait que dès qu'on ne connaît pas tous les modèles par cœur, on est paumé. Et justement, comment vous avez fait? Alors je vais te répondre en disant félicitations, parce que ça veut dire que ton projet doit avoir beaucoup de succès. Nous pour l'instant on n'a pas eu besoin de répliquer. Donc on sait qu'on peut le faire, mais on n'a pas eu besoin de le faire. Donc ça doit être sûrement des questions de trafic ou de volumétrie de données. Pour l'instant on tient sur une seule instance. On a le même serveur qui exécute le code et qui exécute la base et c'est tout. En fait je parlais surtout de réplication, justement de modèle, la dénormalisation, le fait de répliquer les données entre les modèles. Donc par modèle, tu entends quoi exactement? Par exemple, le fait que tu stockes tous les projets d'un employé. Ah oui, le fait qu'il y ait de la redondance de données. Alors ça, après, le plus propre à utiliser, c'est de utiliser un framework haut niveau qui gère cette redondance. Nous, ça n'a pas été notre choix, on utilise le driver classique natif de MongoDB. Donc en fait, on se fait à la main. Partant du principe que généralement la redondance elle est faite sur les noms des utilisateurs ou les noms des morceaux de musique, et on part de l'idée qu'il y a peu de chances que ça change.
Donc si jamais il change, c'est pas trop grave de devoir faire une traversée de la base pour changer. Sachant que les champs sur lesquels on travaille sont indexés, donc ça n'a pas un très gros coût sur la base. Et bien après, évidemment, quand je travaille sur un système où les données sont très variables, la redondance peut être désastreuse sur les performances. Dans ce cas-là, peut-être que des systèmes relationnels ou autres mécanismes d'optimisation sont nécessaires pour que l'application tourne en cas nominal. Je pensais juste apporter un complément de réponse sur ta question. En fait, il y a un pattern qui marche bien dans ce genre de situation. C'est de considérer que l'un des schémas, l'un des types de classes qui est donné, contient la version autoritaire pour l'une des entités, et que tous les sous-documents embêtés que tu retrouves dans les autres sont des caches. Dès l'instant où tu commences à penser pour ces propriétés qui seraient liées en relationnel et qui sont maintenant dans ton document comme des caches, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus claires parce que tu te dis, est-ce que je peux accepter ces données cachées, est-ce que je dois la régénérer, auquel cas je fais une jointure du côté applicatif, et sinon je peux la traiter comme un cache. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions pour l'avoir. Dis-moi si tu veux couper les questions. C'est juste une question bête parce que j'ai toujours pas débuté, moi. Comment on connecte une base de données? En fait, quand tu vas créer ton projet, il faut que tu aies un serveur MongoDB qui soit lancé sur ta machine, ou sur une autre machine d'ailleurs, peu importe. Donc c'est un binaire à lancer. Il va s'initialiser sur un port par défaut. Il faut récupérer ce port. Et ensuite, comme je l'avais écrit là-haut, bon là c'est pas des vraies commandes MongoDB, c'est du pseudocode pour simplifier. Mais grosso modo, tu vas avoir une commande, tu vas spécifier le lieu de cette base. Dans notre cas, c'est localhost parce qu'elle est sur la même machine, c'est peut-être une autre adresse IP, et le port sur lequel est branchée cette machine. Ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir une base de données, étape que je vais aussi skipper en fait. Et la troisième étape, c'est de se brancher sur une collection de cette base de données. Donc ça, c'est l'équivalent de la chaîne de collection qu'on a d'habitude. Qu'on avait enfin quand... Ah oui, carrément, ouais. Ça marche à peu près pareil. En fait, il y a plusieurs moyens de se connecter à une base, mais on peut aussi mettre une chaîne de connexion, type URL, où on a même le user, le password, le location, le port. Je crois même qu'on peut mettre slash le nom de la database et on se branche directement dessus. Merci. Ouais. C'est vrai que je suis juste à côté. Donc moi j'ai un premier complément d'information à apporter à propos des bases de données graphes. Je pense que si une raison qui peut faire qu'on les adopte pas, c'est le fait qu'à ma connaissance, à l'heure actuelle, elles ne scalent pas. C'est-à-dire qu'à peu près toutes les bases de données de SQL aujourd'hui sont assez simples à faire passer d'un node à plusieurs nodes. Donc on se dit demain, si jamais je commence à avoir pas mal d'utilisateurs, même si ça ne va pas forcément être évident, je vais savoir copier mes données et exploiter de nœuds. Alors qu'avec une base de données graph, ça va être impossible, à ma connaissance aujourd'hui. Ensuite, la deuxième petite précision que j'aimerais faire, c'était sur ta slide un peu plus loin, c'était 1 sur 3, mais je ne sais plus quel était le titre exactement. Ouais, c'était celle avec la boucle for, en closure. Voilà, ici, à un moment, tu disais que peut-être qu'on n'était pas sûr que la requête à la base de données se finirait avant, et donc que ID vaudrait peut-être 10 à la fin, ou au moins pas 1. En fait, effectivement, on ne sait pas si cette base de données va terminer de répondre avant qu'on ait fini la boucle, mais on sait que par contre Node est un langage qui ne sait exécuter qu'un flux de code à la fois. Donc même en admettant que la base de données réponde et donc se rajoute dans les event loops en disant « Eh oh, j'ai trouvé ta réponse », il n'y a aucune chance pour que cette boucle arrête de s'exécuter. Donc on sera absolument certain que ID vaudra 10 quand on appellera le callback. Je dis pas ça pour toi, je suis sûr qu'en fait tu es au courant et que c'était tellement intuitif que tu l'as pas dit, mais je dis pour tous ceux qui sont pas forcément habitués au JavaScript, parce que ça peut être des choses qui sont... on commence à se dire, ah mais s'il y a deux choses qui se passent maintenant, et que pendant que je suis en train de faire ma boucle for, j'ai le machin là-bas qui va changer mon ID à gauche, que je suis en train de manipuler, ça peut faire de la merde. Bah non, parce que ça peut pas arriver. Voilà. Et ensuite j'avais une question, j'ai entendu dire que vous utilisiez MongoDB et Elasticsearch pour la recherche. Pourquoi pas utiliser juste Elasticsearch? Pourquoi deux bases de données? C'est une question qu'on s'est posée effectivement, d'autant plus que j'avais un ami, le Romain Anissel, qui avait utilisé une base d'Elasticsearch dans un hack qu'il avait développé. Et en fait c'est assez simple, c'est qu'il y a très peu d'outils qui sont véritablement des outils de base de données pour Elasticsearch. Typiquement tout ce qui est les outils de backup et restore,
À ma connaissance, ils sont pas, il faut les créer soi-même. Et la base avait clairement été faite pour ça, elle n'est pas optimisée pour ça. Alors, en fait, je pense que c'est les deux bons arguments pour ne pas prendre Elasticsearch aujourd'hui en base de données primaire. Il faut savoir qu'il y a un 1.0 qui va sortir bientôt, probablement début 2014, et ce sera des problèmes qui sont réglés. Voilà. Je pense que ça va être ici. Bon, ben merci à tous. À moins qu'il y ait encore des questions. Ok, merci beaucoup.